Dans le monde agricole, enfin, je veux dire, la notion de travail, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Il faut qu'on voit le travail qui est fait, quand même, quoi. Il faut que ce soit visible. Et du coup, j'étais en train de me dire que autant j'aime bien m'habiller, tout ça, quand j'ai du temps, quand je vais en réunion, quand je sors et tout ça. Mais autant, j'adore aussi aller en vêtements de boulot dégueulasses dans des magasins ou dans des trucs comme ça. Parce que ça fait travailleuse, quoi. On voit que j'ai travaillé. Parce que souvent, dans une ferme, les mecs, on voit qu'ils travaillent parce que c'est eux qui sont sur le tracteur. Et du coup, c'est ça la symbolique du travail, quoi. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 47, Paysanne en lutte. Premier volet, travailleuse invisible. Je ne connais rien à la terre. Les seuls moments d'interaction avec elle se nichent dans quelques souvenirs. Des journées printanières de mon enfance, lorsqu'avec ma sœur et mon pépé, nous plantions des radis dans le fond de son jardin. Cette semaine de septembre, quand à 20 ans, je suis partie faire les vendanges. L'odeur enivrante des raisins sous la rosée et le poids des grappes au creux de mes mains. Aujourd'hui, la texture des chemins de randonnée en montagne, le goût du fromage acheté à la bergerie, ou encore les longues baignades dans la mer du Nord. Des sensations, des contemplations, plutôt qu'un travail. Pourtant, je me sens proche des paysannes que vous allez entendre. Leur quotidien représente comme un point d'ancrage, le commencement de nos réflexions féministes. Ce n'est pas un hasard si dans les années 70, la sociologue Christine Delphi théorisa la notion de travail domestique à partir de l'expérience des agricultrices, dont le travail à la ferme comme à la maison demeurait invisible. 50 ans plus tard, les luttes à mener sont encore nombreuses. Comme le raconte Marie-Édith à de futurs exploitants et exploitantes agricoles en formation près de Rennes. Est-ce que tout le monde est là ? Sinon on va commencer, ça va faire venir le monde. Parmi la trentaine de personnes présentes ce jour-là, une majorité d'hommes se destinent à devenir éleveurs. Quant aux femmes, elles se dirigent plutôt vers le maraîchage. On va faire 2 mots d'introduction, ça va faire venir les derniers. Bonjour à tous. Je suis Marie-Édith Massé. Je suis éleveuse de vaches laitières installée à Melesse, sur une ferme de 50 vaches laitières, 63 hectares. Je suis installée en entreprise individuelle avec un salarié à plein temps. Moi, je suis installée sur ma ferme depuis 2008. Après une expérience professionnelle complètement différente, puisque j'étais comptable en cabinet d'expertise comptable. Et donc, j'ai fait comme vous, un BPREA. Et j'ai repris la ferme familiale, qui était en agriculture conventionnelle, que moi, j'ai transformée en agriculture biologique. Donc, j'ai commencé à semer des prairies et à emmener mes vaches au champ. Pour ça, j'ai adhéré à l'ADAGE. C'est une association qui promeut les systèmes herbagers. Comment on peut produire avec ce que la ferme et notre terre nous proposent. Et puis, je suis rentrée au conseil d'administration de cette association. Et un jour, le président arrive en CA un soir et dit à tout le monde « Ouais, moi, ma compagne, on a vachement discuté. On se dit que ce serait bien de faire un groupe femmes au sein de l'ADAGE. Ça permettrait d'échanger et tout ça. » Et alors moi, j'ai fait « Ah bah non, mais jamais, quoi. » Mais jamais. Non, enfin moi déjà je me fais super violence pour être dans ce milieu d'hommes.
C'est pas pour arriver ici et puis me remettre dans une case de que femme, quoi. Si je veux m'en sortir dans ce métier-là, il faut que je me coltine ce monde d'hommes, quoi. C'est juste pas possible autrement. Et puis, je me fonds dans la masse, mais l'idée, c'est que je fais pas de vagues, je fais pas de bruit. Je suis à peine le droit d'être là, donc je vais le faire doucement, sous le tapis, je vais m'éclater dans ma petite ferme, je vais déjà faire ce que je peux. Non, il faut que je prouve que je vais y arriver. Parce que moi, si je me plante, c'est parce que je suis une femme. Hein. Le mec à côté, s'il se plante, c'est parce qu'il n'a pas eu de bol ou parce qu'il s'est trompé sur un truc ou quoi. Moi, c'est parce que je suis une femme, hein, clairement. Ça fait partie des choses que les femmes, elles doivent encaisser. En fait, pour moi, c'était juste normal. La société, elle se conduit comme ça. Elle s'est toujours conduite comme ça. Mettre le doigt sur le problème du genre ne faisait mais absolument pas partie de mes préoccupations. Et donc, du coup, démocratie aidant, tour de table faisant, ce groupe de femmes se crée, parce que j'étais la seule à pas en vouloir. Et là, je dis, je veux pas mourir idiote, hein, je vais aller voir. Et bien m'en a pris. Parce qu'en fait, je vais pas mesurer la puissance de ces groupes en non-mixité, en fait. Tant qu'on n'a pas commencé à parler du genre, on ne peut pas savoir ce qui est de l'ordre des violences quotidiennes. En fait, c'est que du sexisme ordinaire. Hein. Ouais, je voudrais parler au patron. C'est moi. Oui, mais non, mais le patron, quoi. Dégage, quoi. Qu'est-ce que je te dise, quoi. C'est... Moi, ça me blesse, et je veux pas que tu me blesses. Qu'est-ce que vous diriez ? Est-ce que c'est plus difficile de s'installer en GAEC avec, mais pas en couple, un homme et une femme ou différents, ou s'installer en couple ? Je pense qu'il y a des vraies difficultés dans les deux. Moi, je me suis installée toute seule. Donc, en fait, en tant que femme, j'ai plutôt été considérée comme une extraterrestre. Tu vois, j'étais plutôt... mais une femme, mais toute seule, mais comment elle va faire ? Voilà. Et les vélages, tu les fais toute seule ? Moi, non, la vache, oui, mais enfin, ça va, quoi. Dans les filles qui sont dans le groupe et qui sont, elles, installées avec leur conjoint, tant qu'elle est installée avec son mari, elle est toujours la femme d'eux. Et ça, cette place, il faut la prendre très, très vite. Et réclamer que les deux noms soient sur les factures, que les deux noms soient sur le chéquier. Voilà, ça, c'est super important. Que sur une signature d'un prêt bancaire, il y a besoin des deux signatures. Ils n'y arrivent pas. Mais ça, c'est un combat perpétuel et il ne faut jamais lâcher. Parce que ça donne une vraie place à la femme. Je ne vais pas mourir demain si mon nom il n'est pas marqué sur le truc, quoi. Mais peut-être à un moment, je vais mourir à petit feu quand même, quoi. Ouais, je veux bien qu'on reconnaisse un peu que je suis là, quoi. Enfin, que j'existe, en fait. Pourquoi le travail, il est genré sur ma ferme ? Mais parce que moi, j'ai jamais appris à faire du tracteur. Mais jamais de ma vie. Et en fait, quand on se questionnait toutes, on n'avait jamais appris. À aucun moment. Et donc, du coup, on dit, ouais, mais là, il y a un vrai problème, quoi. Il faut donner les mêmes billes à tout le monde. Parce qu'en fait, le seul truc qu'on ne sait pas faire, c'est le truc qu'on n'a pas appris. Hein. C'est pas le truc qui est génétiquement inscrit dans nos gènes en disant, non, toi, tu sais pas faire du tracteur parce que t'as pas le chromosome qui va bien, quoi. Et donc, du coup, on a commencé à contacter les lycées agricoles en disant « Mais pourquoi le tracteur, il n'est pas dans la formation initiale ?» Cet apprentissage technique, il se fait dans les fermes. Ah ouais, mais super. Et les filles, elles font quoi dans les fermes, à votre avis, quand elles sont en stage ? Pour la traite. Bien. Et puis, comment ? De l'entretien, du balai, du paillage. Faire pâturer. Nourrir les veaux. Oh, elle va bien nourrir les veaux, quand même. Et voilà, c'est instinctif, elle sait faire, c'est obligé. Et donc voilà. En fait, le problème des femmes, c'est que quand elles arrivent sur la ferme, elles ne sont jamais montées dans un tracteur. Et ça, c'est dramatique. Donc, moi, généralement, quand j'ai des femmes stagiaires, je dis, vas-y, monte dans le tracteur. Non. Si. Les mecs, quand ils ont appris, ils n'étaient jamais montés dedans. Hein. Donc, voilà, tu vas apprendre, tu vas savoir. Ah oui, mais non. Si. Et donc, là, vas-y, passe la première. Ah ouais.
Ah bah vas-y, passe la marche arrière. Ah bah ouais, bah oui, bah, c'est plus facile à conduire qu'une voiture. Vas-y, roule. Va mettre l'enrubanage là et ramène-le. Enfin, voilà, Et en fait, cette initiation, c'est démystifier le truc, quoi. Et généralement, les filles, quand elles descendent du tracteur, je leur dis, plus jamais tu dis que tu ne sais pas conduire un tracteur. Oui, t'as pas la maîtrise. Oui, t'as pas les heures de conduite qui font que t'es à l'aise, mais tu sais conduire un tracteur. Ce groupe de femmes, il nous a permis de mettre plein de mots là-dessus. Par exemple, typiquement, à un moment, on s'est dit « Mais ouais, mais on a plein de trucs à faire dans nos fermes, on a plein de bricolage et tout. » Mais je dis « Moi, j'ai jamais appris de ma vie à souder, quoi. Je sais pas faire. » Eh ben, allons-y, faisons une formation soudure. On a fait 2 jours de formation soudure, on s'est éclaté, quoi. Franchement, c'était super. Est-ce que tu aurais des clés de compréhension par rapport au masculinisme et au virilisme dans le milieu agricole ? Pourquoi, en fait ? Pourquoi est-ce que... Tout ce qui concerne le poids, la force, tous ces travaux de force, tout ça, c'est vraiment difficile. Les femmes sont vraiment des petites choses fragiles, en fait, en vrai. Hein. C'est parce que l'injonction sociétale, elle fait que les hommes, ils portent des charges lourdes et que c'est normal, quoi. Bah non, c'est pas normal. Hein. Vous avez le même dos que nous. Hein. À quel moment on est obligé de prendre à califourchon sur une chandelle un truc comme ça qui pèse un âne mort et qu'en même temps il faut le pouiller et en même temps il faut tirer sur le bazar pour que ça rentre dans le clip? Sérieux, ça existe encore? En vrai? Qui a fait ça? Et comment les mecs vous acceptez que ce soit encore comme ça? Ça, je me dis, mais peut-être que ça c'est un symbole du virilisme en fait. Il y a un côté quand même un peu bourrin des fois, où le seul moyen de remettre le truc dans l'axe, c'est de balancer un coup de tatane dedans. Enfin, je me dis, merde quoi, enfin, franchement, ménagez vos corps quoi. Ça, c'est vraiment un boulot des ailes. Tout à l'heure, je vous parlais de l'adage et du groupe de femmes, on s'appelle les ailes. C'est vraiment un boulot qu'on fait, ça. Comment on peut trouver des trucs et des astuces pour rendre la vie plus facile, en fait. On a inventé des chariots à clôture, modèle caddie de golf, là, où on a les petits piquets qui vont bien, le rouleau, la pince, enfin bon bref, tout ça. Et puis, au lieu d'être comme ça dans le champ, eh ben, voilà. Et du coup, c'est rigolo, parce que dans nos collègues hommes, maintenant, ils viennent nous voir, ils disent « Mais c'est vachement bien ce que t'as fait là, et tout, moi je veux le même, et tout ça. » Ah, mais... En 1970, l'anthropologue Paola Tabet écrivait « Les femmes dépendent des hommes pour la fabrication des outils. C'est une condition nécessaire du pouvoir des hommes sur les femmes. » Ainsi, dans un article publié sur le site AgriGenre, l'ingénieure Agathe de Mathieu rappelle que pour les paysannes, se former techniquement, construire ses propres outils, permet de gagner en autonomie et en confiance, mais aussi d'être reconnu par tous. Ces moments de formation entre femmes façonnent également des groupes d'entraide forts. Une quinzaine de groupes femmes, comme celui auquel participe Marie-Édith, ont été créés ces dernières années. Ils sont les héritiers de groupes apparus autour des années 50 dans le sillage de l'enseignement ménager agricole et du mouvement de la jeunesse catholique, devenus petit à petit des lieux de défense de la cause des femmes au travail. Les paysannes les ont maintenus et les ont fait évoluer, nourris par les enjeux contemporains qui traversent le féminisme. On a visité ta ferme, Charlotte? Ouais. Aujourd'hui, les L se retrouvent chez Charlotte. Donc c'est là que tu es. Voilà, la borderie. Elle vient de s'installer dans sa nouvelle ferme après s'être séparée de son conjoint. On va boire un coup pour parler de tout ça. Ouais, j'ai amené de la bière. Vous voulez rester boire un coup dehors ou on va à la maison? Mais sinon, dehors, c'est bien. Hein. Ouais. Dehors, c'est bien, il fait bon. Bah, au début, moi, l'envie du groupe de femmes, c'était... je venais d'avoir la grossesse de Vina. Je savais pas, est-ce que c'est normal que j'arrive à 9 mois et je continue à faire la traite ou pas? Des fois, je trouve ça dangereux, mais est-ce que les autres, ils le font?
Et du coup, j'avais besoin de rencontrer d'autres personnes qui se sentaient dans la même situation. Je n'avais pas de référent autre de ma belle-mère, qui est adorable, mais qui du coup est une toute autre génération. Ma belle-mère, elle n'avait pas trop le choix. Du coup, elle disait qu'elle le faisait, mais ça la faisait chier. Moi, je ne me suis pas posé la question. J'ai toujours été physiquement capable et OK de bosser. Et au contraire, j'étais fière d'aller faire la traite et d'aller conduire le tracteur avec mon gros ventre. Mais j'ai failli glisser quand même un coup dans la salle de traite. Je disais, je suis égale à mon mec, alors je fais. Je me prenais pas du tout, moi, comme une personne qui a des besoins propres. Moi, j'ai grandi avec des parents agriculteurs. Ma mère, elle a trait jusqu'à avoir ses bébés. Moi, j'ai fait un chemin, je pense, énorme par rapport à il y a 13 ans. Mon aîné, il a 13 ans. Je ferais pas pareil maintenant, quoi. Moi, je suis tombée sur un médecin qui m'a dit, à 3 mois, il m'a dit, maintenant, c'est fini. Là, c'est fini, t'es en congé. Parce que, en fait, même à 3 mois ou à 6 mois, si tu te prends une barrière dans le ventre, ton bébé, il meurt, en fait. S'il y a une grosse secousse sur ton tracteur, ton bébé, il peut mourir aussi. Et du coup... il n'était pas en train de me dire que j'étais une feignante. Mais tu vois, du coup, il m'a mis en arrêt et du coup, j'ai pas travaillé du reste de ma grossesse. Et pour Joséphine, j'ai fait pareil. Mais sauf qu'en fait, dans ce milieu, faut montrer qu'on en chie, en fait. Je voulais dire par rapport aux règles aussi. Parce que moi, je prends du temps. Moi, j'ai des règles abondantes. Alors, c'est les premiers jours, 2 jours, c'est toutes les 2 heures. Ouais. J'ai besoin de me laver le matin ou j'ai besoin d'être bien dans mon corps. Et alors... c'est inadéquat avec ce métier, je trouve. Et j'ai été dépanner une copine qui faisait une terrasse. Donc depuis hier, je fais du tracteur. Et en fait, j'ai mes règles depuis hier. Et donc je dis à la copine, je l'assume plus. Il y a le mec qui est là avec la mini-pelle. Ouais, mais faut que j'aille aux chiottes. Faut que j'aille aux toilettes, changer ma serviette. Mais avant, je voulais pas arrêter mon boulot parce que j'ai mes règles. Et donc moi, je veux y aller, quoi, comme eux. Sauf que je me mets une barrière aussi à mon bien-être. Faut pas être tout seul. Surtout, t'as une migraine le matin au réveil, tu te poses pas la question, tu enfiles tes bottes et puis tu vas bosser, quoi. Enfin, il y a juste des trucs, on n'a juste pas le choix, quoi. Moi, sincèrement, les filles, je vous jure, depuis que je suis ménopausée, mais c'est le bonheur. Le bonheur absolu. Moi, c'était un genre de truc qui me saoulait la tête. Ouais, ça, c'est juste... Après, peut-être que j'ai une ménopause qui se passe super bien. Et... Franchement, moi, j'ai jamais été aussi libérée. Ah non, mais c'est une vraie liberté, je vous jure. Mais vivement que vous ayez 50 ans. Le soleil brûle. La terre est torride. Pliée en 2 depuis des heures et des heures à des travaux difficiles. Je vais défaillir. Les coups de mon cœur me battent aux oreilles, ébloui, étourdi jusqu'au vertige. Il vaudrait mieux que j'arrête ou je tombe. Je me traîne lentement pour m'appuyer au talus. Vieux talus généreux dont on cherche la mort. Grâce à la fraîcheur qui souffle sous le chêne, mon sang s'apaise. Mes forces reviennent. Ma fatigue s'enfuit. Ma vue s'éclaircit. J'ai sous les yeux le plus beau des tableaux. Le petit bois de Poulencoup, baignant dans un brouillard bleu. La peine et le plaisir. Angela Duval. En partant de leurs expériences en tant que femmes, les paysannes remettent au cœur la question du soin, mais aussi de l'écoute, comme me l'a expliqué la sociologue du travail et du genre, Geneviève Pruvot. L'éducation des garçons, la virilité au travail qui consiste à toujours être dans se dépasser, le dépassement de soi, vouloir toujours plus, c'est terrible, le super héros. Et les hommes sont totalement
pris dans sont dans un virilisme au travail. Le travail de force qu'il y a encore dans le travail agricole, ça rejoue complètement l'idéal sportif dans lequel on est baigné, qui fait que c'est le surhomme qui va pas anticiper d'ailleurs son mal de dos terrifiant qui va lui tomber dessus 10 ans plus tard. Et puis, il y a une logique, en tout cas industrielle, du surhomme. Et les machines résoudront le problème, un spécialiste viendra nous sauver. Il y a l'idée quand même du solutionnisme technologique. Et donc, on en oublie que, en fait, après, ça coûte cher, que c'est hyper compliqué à mettre en place, que c'est des esclaves derrière pour faire marcher cette technologie. Et en fait, les femmes, elles ont été socialisées à changer les couches avec leurs mains. Il n'y a toujours pas de robot pour faire ça, etc., etc. Donc, elles mettent les mains dans la matière à tout niveau et avec peu de moyens. Donc, elles sont vraiment en prise directe avec cette mission-là qu'on leur a assignée. Et donc, elles voient ce que les hommes ne voient pas. Ce qui leur fait une charge mentale de plus, parce qu'elles doivent en plus se préoccuper de la santé du conjoint qui ne voit pas, qui va droit dans le mur. Ce qui est terrifiant, c'est quand il n'y a pas de confiance et d'habitude à entendre la perception juste qu'on n'a pas soi-même. Ça, c'est vraiment un type d'apprentissage, c'est-à-dire comment coopérer. Quand l'autre voit que ça ne va pas, il faut pouvoir dire « Oula, l'autre voit un truc que moi, je ne vois pas, donc j'écoute, je lui prête crédit et je prête attention, puisque cette personne a un temps ou un type d'attention que moi, je n'ai pas. Donc, je dois apprendre. » Donc ça, c'est coopérer au travail. L'apprentissage de la coopération, c'est aussi admettre qu'on ne sait pas tout faire, qu'on doit s'en remettre à d'autres. Mais après, malheureusement, on peut très bien les éduquer comme ça, mais l'école arrive, les jeux, à l'école aussi, mais au travail, après, dans les formations, ça ne repose pas tellement pas du tout, même sur l'apprentissage uniquement de la coopération, mais plutôt de la concurrence, gagner, tirer son épingle de jeu, en avoir le plus pour soi tout seul, etc. etc. Et ça, c'est énorme à combattre comme socialisation incorporée, quoi. Ce fut le cas pour Marie-Édith, qui, avant de s'installer seule, était associée avec 2 hommes. Ces derniers, très entreprenants, voulaient sans cesse effectuer des changements sur la ferme. Marie-Édith s'occupait déjà de beaucoup de choses, la traite, les papiers, la vente directe sur la ferme, le suivi des troupeaux. Ils n'ont pas apprécié qu'elle refuse de se lancer dans de nouveaux travaux. Un matin, ils sont arrivés en réunion de GAEC et m'ont dit écoute, tu fais pas de tracteur, tu fais pas de mur en parpaing, on va te payer à 70%. Pardon. Pardon, j'ai pas compris là. Et donc, eux se prenaient 1 800 € par mois et à moi, ils m'ont proposé 1 200, quoi. Ce à quoi j'ai quand même posé la question. Je dis, mais c'est quoi? C'est mon temps de travail qui va pas? Ah non, tu travailles peut-être même plus que nous. Ok. Donc c'est la valeur de mon travail. Ah non, ton travail, il vaut comme nous. Si c'est ni la valeur ni le temps, il va falloir que tu me trouves le 3e paramètre qui rentre dans le calcul de la rémunération, parce que moi, j'en vois pas d'autre, quoi. Et ils m'ont dit, mais c'est comme ça, de toute façon, tu fais pas de tracteur non plus. Et alors, qui mangerait les vaches pendant que tu es sur ton tracteur, quoi. J'ai remarqué que la traite ne devenait un travail que quand c'est eux qui la faisaient. Tant que c'est moi qui la fais, ça va, c'est pas du boulot, quoi. Ce à quoi j'ai entendu, écoute, c'est ça où tu pars. mais non, je ne pars pas, c'est ma ferme. Donc je leur ai quand même rappelé que c'était ma ferme, que j'avais 50% du capital et qu'ils avaient 25 chacun, et que non, quoi, j'acceptais pas les 70%, quoi, c'était juste pas possible, quoi. Oui, mais t'es pas capable. Comment ça, je suis pas capable? J'ai fait 5 ans avant que vous arriviez. Comment ça, je suis pas capable? Et donc là, en fait, c'est le ciel qui tombe sur la tête, vraiment. Si j'avais pas eu les ailes, je serais plus agricultrice aujourd'hui. Parce que, vu qu'ils étaient tous les deux absolument d'accord, absolument... voilà, il y a un moment, ils auraient pu me convaincre, quoi. Ces réunions auxquelles je voulais pas aller, elles m'ont permis de me rendre compte que j'étais pas folle.
Elles m'ont dit que c'était juste pas normal, que j'avais raison de défendre ma ferme, que j'avais raison de défendre le fait que je veuille continuer à être rémunérée comme tout le monde, qu'il y avait aucune raison et que quand bien même de la compta ça se fait assis sur une chaise, c'est vrai, il n'empêche qu'il faut la faire. Et donc à un moment on a dit ok, allons-y. J'ai refusé la proposition, j'ai racheté ma part pour pouvoir continuer à travailler toute seule. J'ai réembauché un salarié, et voilà. T'en as 12 en même temps, là. Ouais, je mettrais 6 par 6. Et les manchons, c'est le système qui reproduit la succion du veau. Je vais mettre en route, ça va faire du bruit. Ouais. Aujourd'hui, les femmes représentent 32% des actifs permanents agricoles. Un quart des exploitations sont dirigées par des femmes, contre 8% en 1970. Cette petite rythmique des pulsateurs fait danser tous les enfants qui passent par ici. Jusque dans les années 70, bien qu'ayant toujours travaillé sur les fermes, les femmes n'avaient aucun statut, ni protection sociale. Elles étaient considérées comme aidantes de leur mari. Il a fallu attendre 1980 pour qu'elles puissent accéder au statut d'exploitante agricole, notamment au sein des GAEC, les groupements agricoles d'exploitation en commun. Malgré tout, elles doivent encore lutter pour gagner leur place, comme ce fut le cas pour Gwenaine, coexploitante avec son conjoint d'une ferme biologique de 40 vaches laitières, nourries à l'herbe sur 40 hectares. Avant de se lancer, le couple était fermement décidé à ce que le travail paysan et le travail domestique soient partagés à égalité. Gwenaine s'était formée pour acquérir de nombreuses compétences techniques afin de manier les outils et les engins nécessaires au bon fonctionnement de la ferme. Mais les mécaniques patriarcales les ont rattrapées. Et ben en fait, à l'installation, ce qui se passe, c'est qu'on est dans le jus. Au moins la première année, si ce n'est les 2 premières années. C'est une course perpétuelle, on fait que de l'urgence, quoi. La masse de travail est énorme. Parce qu'en fait, on découvre quand même notre ferme. Nous, c'était une reprise de ferme, mais le cédant étant décédé, on n'avait pas beaucoup d'informations sur comment fonctionnait la ferme. Découvrir des outils qu'on n'a pas eu l'occasion d'utiliser en stage, faire des choix techniques. Est-ce qu'on sème ci ou ça? Est-ce qu'on sait maintenant il faut récolter? Est-ce que on a toute la charge de travail administrative? Remplir la PAC la première fois, c'est pas la même chose que 6 ans après, hein, ainsi de suite. On a aussi toute la charge de travail social, l'insertion dans un territoire, découvrir les fonctionnements de la CUMA. La CUMA, c'est la coopérative d'utilisation de matériel agricole. Les 6 premiers mois, on avait des fuites d'eau tous les 2-3 jours. Du coup, des vaches qui n'avaient pas assez à boire, la clôture, du jus qui marche pas, la rénovation de bâtiments, le portail qui s'est cassé la gueule, donc il faut le réparer. En fait, on se retrouvait à être en permanence à réparer notre outil de travail, alors qu'on était en train d'apprendre notre travail et quand même de le découvrir aussi. Donc, du coup, on est dans l'urgence. Et en fait, dans l'urgence, comme toujours, c'est qu'on n'a pas de temps disponible pour apprendre. Donc, la répartition genrée arrive extrêmement vite. On va dans les zones qu'on maîtrise. S'il faut aller faire du tracteur ou aller chercher la petite à l'école, ça va être plutôt la meuf qui va chercher la petite, quoi. Je me sens pas de faire le tracteur parce que en fait je vais mettre beaucoup plus de temps. Du coup on se dit que déjà vu qu'il nous manque du temps, autant que ça soit l'autre qui le fasse. Du coup je me retrouve tout le temps à faire la bouffe. Même si on avait un point de vigilance là-dessus, vu que mon conjoint avait plus d'expérience de fait en tant que salarié agricole qu'il a eu avant, j'étais en train de courir derrière pour essayer d'avoir des compétences, mais en fait il y avait juste pas le temps. Et après, j'ai été enceinte de notre deuxième fille. Ça fait que, on va aller moins vers la technique, hein, clairement. Et du coup, l'autre, il continue, lui, à monter en compétences. Et en fait, ce décalage, c'est difficile à le rattraper. Et je pense qu'il y a un système de valeurs aussi, et d'injonctions de genre qui joue dedans. J'ai des injonctions à être disponible pour mes enfants. Côté mauvaise mère, je vois bien, on en discute avec des amis, si tu mets ton enfant
à la nounou 6 jours sur 7, tu récupères à 18h30 ou à 19h pour pouvoir bosser, tout le monde va te juger. On renvoie aussi beaucoup le fait que vu que je suis libre de mon emploi du temps, je suis disponible. Que ça soit dans mon entourage familial ou l'école. Parce que j'ai pas d'obligation. Si mon enfant est malade, l'école m'appelle, je peux venir le chercher. J'ai cette possibilité-là. Souvent, on confond le métier de paysanne avec mère au foyer. On a l'image que c'est mon conjoint qui fait le boulot, qui fait le tracteur, qui s'occupe des vaches, tout ça. Puis moi, je suis là en plus. On va tout le temps chez moi, dans le voisinage, parler des vaches de Louis, de la ferme de Louis. Et souvent, moi, je suis pas citée. Je me suis sentie de moins en moins légitime à prendre part aux décisions et je me suis retrouvée à prendre l'immense majorité du travail domestique. J'étais pas préparée ou je me suis fait avoir, je sais pas. En fait, le rendement qu'on nous demande en agricole nous oblige à donner, 10 heures par jour à l'agricole, faire à la fois mon travail agricole plus mon travail domestique et travail de maman. Enfin, je veux dire, il me manquait 4 heures tous les jours. En fait, on s'est vite rendu compte que travailler ensemble, ça le faisait pas du tout. Et du coup, ça a été engueulade sur engueulade sur engueulade. On était raccord éthiquement, politiquement, et confrontés à l'urgence, au surtravail, à la pression, parce que moi je suis invisible, mais du coup lui il est survisible. On attend de lui qu'il réussisse aussi, quoi. Mon conjoint s'est mis une pression de dingue, et du coup je l'ai pas reconnu au début. Parce que j'ai l'impression d'avoir Dr Jekyll et Mr Hyde en face de moi. Ça a été violent entre nous, verbalement. On s'est mis à mal se parler. Et du coup, si tu te parles mal en tant que collègue, en fait, tu peux pas pardonner à ton mec de t'avoir mal parlé. C'est lui qui te parlait mal ? Principalement. Et ça devant témoin, donc ça devient humiliant, en fait. C'était toujours la forme que je reprochais. Le fond, il pouvait être discuté. Que j'ai pas assez confiance en moi pour aller chercher le plateau de paille et conduire plusieurs tonnes en remorque, je comprends que ça peut être chiant pour mon associé. On peut en parler, on peut en discuter, mais quand c'est mal dit, en fait moi je réagis au quart de tour. Pour moi c'était inconcevable que mon amoureux pouvait me parler comme ça. Et que du coup, je me suis retrouvée juste avec mon mec qui était mon patron et qui me parlait mal. Quand on est arrivé à ce niveau de violence, il n'y a plus aucune confiance. Je me suis retrouvée avec mes bases, familiales, affectives, économiques, logement, enfin tout ce qui est quand même la base, quoi, vacillante, quoi. Et du coup, on a acté, je sais plus exactement, mais au bout de quelques mois, qu'on faisait une pause dans notre couple. Et ça veut dire, du coup, pas faire de choses ensemble Déjà, on ne dort pas ensemble. On a des espaces différents, on a chacun une piole. Et on a tous les deux des groupes d'amis bien distincts, différents. On travaillait ensemble, on faisait famille ensemble, mais notre couple était en stand-by, quoi. Il nous fallait du temps pour réussir à se rencontrer en tant que collègues, et on pouvait pas le faire en étant amoureux. Elle n'avait jamais le temps de faire la cuisine, tenir la maison comme il faudrait. Bouton recousu sur moi juste avant le départ pour l'école. Chemisier qu'elle repassait sur un coin de table au moment de le mettre. À 5h du matin, elle frottait le carrelage et déballait les marchandises. En été, elle sarclait les plates-bandes de rosier avant l'ouverture. Elle travaillait avec force et rapidité, tirant sa plus grande fierté de tâches dures, contre lesquelles pourtant elle pestait. La lessive du gros linge, le décapage du parquet de la chambre à la paille de fer. Il lui était impossible de se reposer et de lire sans une justification, comme « j'ai bien mérité de m'asseoir ».
Et encore, elle cachait son feuilleton, interrompu par une cliente sous une pile de vêtements à raccommoder. Les disputes entre mon père et elle n'avaient qu'un seul sujet. La quantité de travail qu'ils fournissaient l'un par rapport à l'autre. Elle protestait. « C'est moi qui fais tout ici. » Une femme. Annie Ernaux. Pour fonctionner correctement, la plupart des exploitants agricoles s'appuient encore sur le travail gratuit d'autres personnes. Une femme travaillant à l'extérieur de la ferme, mais réalisant parfois quelques traites, une grand-mère qui garde les enfants, un grand-père qui vient réparer les clôtures. Ce dont Gwenaine et son conjoint ne bénéficiaient pas. De plus, au-delà de cette question de travail domestique gratuit, s'ajoute en agriculture une forte porosité entre le professionnel et le privé, comme me l'a expliqué Clémentine Commer, docteure en sciences politiques. On considère que s'installer en agriculture, c'est un projet de couple et que finalement, le mélange des genres entre privé et professionnel, on est dans une profession où les deux sont complètement imbriqués. C'est ta place dans l'organisation familiale et domestique qui conditionne ta place professionnelle. Quand on s'installe en couple, on se dit « Ah, ça va être du solide ». Une femme qui s'installe seule, on soupçonne tout de suite qu'il va y avoir un défaut d'endurance physique ou qu'elle ne va pas avoir les épaules assez solides. Question qu'on ne se pose jamais pour un couple. C'est-à-dire c'est le modèle idéal d'organisation du travail qui est constitutif d'une exploitation qui tourne. Aussi parce que, en fait, c'était un modèle très pratique, puisque pendant des décennies, il a reposé sur de profiter gratuitement du travail des femmes. Donc, il a un fondement économique auquel se mêle un fondement, plus socio-symbolique de on est une paire. Du coup, il y a une espèce de consensus sur le fait que les places sont instituées comme ça, qu'il n'y a plus besoin de les réfléchir. Et en même temps, de manière contre-intuitive, c'est quand il y a des associations entre associés non familiaux que justement là, on pose un cadre, un règlement intérieur, qu'on parle des horaires de travail. En fait, c'est comme si le couple suspendait la nécessité de parler de comment on organise et on répartit le travail. Il y a cette idée que c'est naturel, quoi. Et donc, c'est sûr que de réclamer d'autres places que celle-ci, pour les femmes, mais aussi pour les hommes, en tout cas, contrevenir à cet ordre de genre, ça crée de la suspicion parce que ça vient fracturer le système traditionnel des relations sociales. Et donc, faut pouvoir assumer qu'il y ait des regards suspicieux, jugeants, qu'on considère que c'est pas la bonne manière de faire, de l'assumer publiquement. Disons que, par exemple, si c'est un couple installé et que c'est la femme qui va aux réunions de CUMA, on va avoir évidemment le soupçon du mari émasculé, quoi. Et puis, en fait, je pense qu'assumer le coût social de la transgression aussi, c'est pas une évidence. Toutes les femmes n'ont pas les mêmes ressources pour assumer ça et qu'en fait, il est possible d'y déroger, mais ça veut dire avoir des ressources compensatoires. Donc là, selon les trajectoires et les parcours des femmes, elles ne sont pas toutes en mesure de pouvoir l'assumer. C'est aussi ce sur quoi butent les agricultrices. C'est-à-dire, on voit bien souvent dans les groupes... Donc moi, j'ai observé beaucoup de réunions de ces groupes de femmes. Elles vont procéder à cet exercice du témoignage individuel, de monter en généralité, de comprendre qu'en fait, on est face à des mécanismes structurels de domination. Mais quand il s'agit de désigner les responsables, entre guillemets, en fait, ça bute. Il y a un butoir de la pensée parce qu'en fait, c'est trop dur d'aller jusqu'à dire bah oui, c'est mon conjoint aussi qui exerce cette forme de domination. Voilà, c'est compréhensif. On sent qu'on ne peut pas aller jusque-là. Après, parfois, on y arrive, le groupe peut aider, et puis là aussi, ça dépend de son bagage, de quel héritage en termes de culture politique aussi on a reçu, est-ce que par ailleurs on est militante dans d'autres causes et que du coup, on est à l'aise avec la conflictualité aussi sociale, des rapports sociaux. Comment faire ? Moi, j'ai envie de changer de métier. Mais c'est peut-être justement... T'as envie de changer de métier ? Ouais. Moi, je traite plus depuis décembre de l'année dernière. J'ai trouvé un autre travail. Là, l'idée, je veux plus être avec les vaches et je veux plus travailler avec mon conjoint aussi. Ouais, donc, l'idée, c'est de sortir du GEC en janvier prochain, là. Et puis, alors, je fais toujours l'accueil social sur la ferme, 2 après-midi par semaine. Et puis après,
L'idée, c'est de trouver un temps partiel à l'extérieur pour changer d'air, quoi. Écouter mes besoins ou mon envie, le métier que j'aime. C'est pas les vaches. Je crois. C'est peut-être du coup avec Léa que t'as... En partie, ouais. En partie, mais j'ai aussi cheminé personnellement, mais sans doute que ça m'a aidée, ouais. En fait, j'ai eu un déclic à partir du moment où je me suis dit, en fait, ça le fait pas de travailler avec mon conjoint. Et tout a découlé, en fait, moi, le métier, je m'en fous, quoi. C'est à partir du moment où j'ai arrêté d'être dans le soin de la famille, d'être dans le soin de l'aider, comme si j'allais l'aider, quoi. En fait, j'avais cette position-là, et là, j'ai dit aider. Et en fait, tout le reste, je dis non, je m'en fous, en fait. Je m'en fous des vaches, je m'en fous de la ferme. En plus, je supportais plus les discussions agricoles, j'en veux plus. Et c'était à partir du couple, quoi. C'est ça qui est... Je pense qu'au bout d'un moment, on a aussi réussi, alors chacune individuellement à notre rythme, à notre échelle et tout ça, on a réussi à se dire, en fait, c'est super, ça nous renforce de partager nos vécus individuels, de voir que collectivement, ils font beaucoup d'écho les unes avec les autres, et qu'en fait, c'est pas grave si demain, ça change pas. Si c'est dans un futur plus lointain, c'est super et on va avoir envie d'eux. Mais en fait, si quand on rentre chez soi, c'est pas la révolution là tout de suite et qu'on va pas tout jeter à la poubelle, c'est pas grave. Et puis c'est un peu de la survie, quoi. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de tout jeter ou pas non plus? Et puis économiquement, ça se fait pas comme ça, quoi. Et puis si t'as plus envie d'aller traire, tu peux pas te dire demain j'y vais pas. En fait, non, les vaches elles sont là et donc du coup c'est pas possible. C'est exactement. Moi, il a fallu que je trouve mon travail à l'extérieur oui. pour me dire. Je peux pas. Justement, en fait, on peut le prendre comme c'est une étape de ma vie. Je veux dire, je viens de me séparer de quelqu'un avec qui j'ai passé 12 ans. C'est vraiment une étape, mais en même temps, je me dis que c'était la chance de me reposer la question de si je veux continuer ce métier ou si je veux changer. Et déjà que j'arrivais déjà à faire le pour et le contre et que j'aimais déjà beaucoup mon métier. Là, c'est clair que je l'aime profondément. Je sais que c'est vraiment ce qui me va, en fait. Je trouve que le mélange entre vie privée et vie pro, il peut être difficile, mais il peut être aussi hyper agréable. Je veux dire, tu vois, là, cet hiver, quand j'aurai fini la traite, le matin, je viendrai allumer le feu de cheminée pour que quand on soit au chaud le soir... Je vais nuancer. Si ton métier, tu considères que c'est la traite et soigner tes animaux, etc., ok, je suis complètement d'accord avec toi. Que ça. Mais moi, par exemple, là, j'en peux plus de la paperasse. Là, ça me sort par les oreilles. Vraiment, j'ai envie de chialer à chaque fois qu'il y a des trucs. Là, je vois Samuel et ça amène des contraintes parce que là, il y a les factures à payer, tout ça. On n'en peut plus, là, tu vois. Mais pourquoi lui, il fait pas? Mais il en fait aussi, mais on n'en peut plus. Il y en a tellement, c'est tous les côtés. Et là, vraiment... Tu vois, mais ça, donc il y a des contraintes quand même, quoi. Oui. Et pas partir en vacances, c'est des temps de qualité. Oui, et effectivement, on élève nos enfants dans le Grand Terre, il y a un espace de jeu incroyable. Nous, on peut partir, si tu peux marcher pendant des heures, mais quand même, il y a une contrainte. Il faut que tout soit fait. Il faut que la ferme, quand il n'y a pas un truc qui pète, il y a un autre qu'il faut réparer. Et il y a les vaches qui sont échappées. Il y a les brebis qui font n'importe quoi, il n'y a plus d'herbe. Il y a l'eau qui n'arrive pas, merde, il y a un bouchon. Donc, désolée. Peut-être je suis un peu très négative. Mais non, mais t'as raison. Mais c'est carrément... C'est exactement ça. En fait, pour moi, ça, c'est... vraiment, le fait, si on pouvait fixer nos prix et que du coup notre temps de travail il était, reconnu, on n'aurait pas besoin de se poser toutes ces questions-là. Heure de traite. Machine et moi en tête à tête. Cœur du métier et petite trêve. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve, révolution. J'ai fait un rêve, révolution. Une virée de bord, un sémaphore, une volte-face, un face-à-face. Réévaluation de mon devenir, revalorisation de mon métier. Un petit tour sur soi-même, ça ne paraît pas si sorcier. Une révolution verte, parce que le rouge, moi, j'ai donné. On ralentit, on parle, on prend et on vacille. Et puis on marche et on s'arrache, on s'entrechoque, on s'interloque. Il y a du mépris dans vos œillades, il y a de l'affront dans vos godades. T'es prêt patron pour les stockades? La bobonne sur la barricade. Tu n'entends pas, la planète crie.
Ton vieux modèle a tout détruit. Depuis la nuit des temps, on veut que je prenne soin. Le patron, il est temps qu'on se donne la main. Sœur du silence, sortons de l'ombre. Vous entendez l'invisible gronde. L'invisible gronde. Par le groupe Femmes, Les Ailes. Après quelques mois, Gwenaine et son conjoint ont mis en place une médiation familiale. Ils ont réussi à se retrouver et ont décidé de poursuivre leur vie et leur travail ensemble, à la condition d'arrêter la production de lait. Désormais, Gwenaine s'occupera des vergers et son conjoint des vaches élevées pour la viande. Elle et il travailleront séparément, étant responsables de leur activité respective du début à la fin, en s'aidant l'un l'autre de manière ponctuelle. Gwenaine a aussi voulu faire ce choix pour revenir à ce qui l'animait au départ, à savoir être paysanne, retrouver la terre pour s'y nourrir et effectuer un travail de subsistance qui s'était complètement volatilisé. Je me retrouvais à faire la traite le soir, alors que ma fille était là. Je la mettais devant un dessin animé parce que j'avais pas le temps de... Enfin, il fallait bien que je fasse la traite, quoi. Je me disais, mais en fait, là, je suis en train de prendre du temps de travail et je m'occupe pas de mon enfant pour gagner des sous. Et on gagne pas énorme, hein, on gagne un SMIC chacun, c'est pas fou. Et avec cet argent-là, je vais acheter des pommes-potes et des biscuits au Super U faits par l'agro-industrie. C'est à cause de l'agro-industrie qu'on est aussi mal payé, que nos métiers sont peu valorisés. Et du coup, je me retrouve à être dépendante et à acheter et à participer à ça, alors que j'ai des pommes qui pourrissent et j'ai pas le temps de faire des compotes. Qu'il y a mon voisin qui est paysan boulanger, qui je pourrais prendre la farine et faire des biscuits. Et ainsi de suite, la confiture, je vais l'acheter alors que je vois la saison des mûres arriver, j'ai pas le temps de récolter les mûres parce que faut travailler pour dégager un SMIC, et avec cet argent-là, on va acheter l'agro-industrie. Enfin, ça n'a aucun sens. Je suis allée vers ce métier aussi pour reprendre prise sur mes conditions de subsistance, quelque part. Pour pouvoir aussi me nourrir de nos activités, avoir le temps de transformer nos pommes, ramasser le sureau quand c'est le sureau, faire nos tisanes, faire un peu plus de potager, avoir le temps de se faire du bois pour se chauffer au bois, enfin avoir le temps de réparer nos bagnoles, et qu'en fait on n'a absolument pas le temps. Le temps de travail compressé a rendu finalement le domestique et la subsistance, je fais une différence entre les deux, l'ont mis dans la case loisir. Le potager, par exemple, c'est devenu du temps de loisir. Et alors que c'était pas du tout le but. Le but, c'était d'intégrer ça à l'économie du foyer. Moi, j'ai choisi ce métier pour ça, parce que j'avais pas envie d'un travail. J'avais envie d'une manière de vivre. Et j'avais envie de cette perméabilité entre le travail domestique, le travail de subsistance et le travail qui rémunère, quoi. Ça me plaisait. Parce que j'aime pas le travail, sinon. J'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants. J'ai envie de passer plus de temps à faire de la cuisine dans cette économie de subsistance. Et j'ai beaucoup moins envie d'aller faire du tracteur. Des fois, j'ai l'impression d'avoir des injonctions féministes. Faut absolument que je conduise le tracteur, faut absolument que je fasse la remorque, faut absolument que je maîtrise tout ça. Devoir faire la même chose que les mecs. Et des fois, j'aime pas ça. Du coup, c'est pour ça aussi que nous, on se forme avec les L. C'est aussi de se dire, peut-être t'aimes pas ça, mais en fait, il faut que tu saches le faire parce que c'est une compétence obligatoire dans ton métier. Parce que si tu sais pas en faire, t'oses pas prendre des décisions, tu te sens moins légitime. C'est pas des vrais choix, en fait. Et en fait, l'avantage, c'est que j'ai aussi un conjoint qui a envie de faire plus de domestique et moins de tracteur. Donc c'est un peu tous ces trucs-là qui nous ont amenés à nous dire qu'il fallait qu'on ralentisse. C'est justement d'essayer de réduire le temps de travail finalement qui s'inscrit dans une économie libérale, monter un projet agricole où la base, c'est le travail de subsistance. Et à l'intérieur de celui-ci, avoir une répartition moins genrée. Et du coup, qu'on arrête l'activité laitière dont l'astreinte est quand même très très lourde pour pouvoir essayer de remettre finalement l'économie de subsistance dont le travail domestique fait partie, au cœur du projet, quoi. Par une journée torride,
au milieu de l'été, à les laver à l'eau claire d'un lavoir, à l'ombre d'un bouquet de saules. Quand la grêle vient frapper les vitres de la croisée. Quand le vent souffle dans la cheminée. Assise devant un grand feu de bois, à tricoter au coin de l'âtre. Voir un essaim innombrable tourner autour d'un chêne creux dans votre pré. Il se prépare à y faire son nid. Vous aurez du miel en automne. Votre foin n'était pas tout à fait sec. Vous l'avez rentré quand même. Vous hésitiez à le faire. Le cliquetis de la pluie contre la fenêtre vous a réveillé en pleine nuit. Quelle chance vous avez eue. Avoir une réserve de bûches à l'abri quand arrive une giboulée de neige. Préparer une flambée dans l'âtre pour vous toute seule. Pour vous toute seule, la musique et la danse de la flamme. Chose délicieuse, Marie-Angèle Duval. Dans son livre « Quotidien politique », Geneviève Pruvot articule les questions écologiques et féministes en ajoutant aux définitions de travail salarié et travail domestique celle de travail de subsistance. Christine Delphi, elle a justement voulu mettre en équivalence plein de travaux domestiques très différents. Et elle a dit une phrase du type la femme qui va cueillir un poireau ou alors celle qui va l'acheter au marché ou celle qui cuisine le poireau. Dans les 3 cas, c'est du travail domestique. Moi, du point de vue du féminisme de la subsistance, je ne peux pas mettre en équivalence ces 3 opérations parce que dans un cas, je vais cueillir mon poireau dans le champ, il y a une chance possible, si je suis en agriculture paysanne, que ce soit mes graines. Ensuite, il y a aussi une chance que si c'est des graines, j'en cueille pour moi, mais j'en cueille aussi pour vendre. Là, on a d'un côté un travail de subsistance qui permet de l'autonomie, parce qu'en fait, il se reproduit, il est reproductible. Et de l'autre côté, on a un travail de consommation qui fait qu'une fois qu'on a acheté son poireau, en fait, une fois qu'il est mangé, il faut le racheter le poireau. Et la différence, c'est que dans un cas, on est en possibilité de renouvellement des matières. De l'autre côté, on n'a pas besoin de s'en préoccuper parce que c'est des professionnels qui s'en chargent. D'un côté, je prends le terme de Maria Miss et Veronica Bennett-Thompson, je parle de travail de subsistance, et c'est de l'autre, je vais parler de travail domestique. Pour moi, dans un cas, il y a une potentielle autonomie, et pour moi, il n'y a pas d'autonomie du travail de consommation. Je pense que c'est ça la révolution féministe. C'est pas ni travail domestique, ni travail salarié, ni travail de traite, ni travail de soins des enfants, ni travail administratif ou je sais pas quoi, qui serait donc accolé à une personne, mais c'est de reconnaître chacune de ces activités qui requièrent du temps, de la charge mentale, de l'organisation préalable, des outils spécifiques, et que toutes ces activités mises bout à bout sont absolument nécessaires pour, au bout du compte, manger, rapporter de quoi nourrir la maisonnée. À partir du moment où on considère que toutes ces activités sont nécessaires, si elles sont toutes mises à plat, il n'y a plus de question de qui exactement fait quoi, c'est qu'elles doivent être faites. Donc ensuite, comment on fait pour que ce soit réparti au mieux, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui s'y collent, et que quand c'est toujours les mêmes qui s'y collent, qu'elles soient reconnues pour ce travail-là. Comme l'a dit Françoise Daubonne, les femmes, ça reste notre meilleur plan, parce qu'à l'échelle planétaire, si elles s'unissent, elles sont toutes prises dans une condition de double journée, mais aussi de rapport très fort encore à la subsistance, contraint, mais aussi, faut pas non plus négliger des retours et des maintiens volontaires, en fait, à cette partie-là de l'existence. Donc, elle pourrait s'unir objectivement à l'échelle planétaire pour revendiquer non pas la fin de ce travail, mais la redistribution de ce travail nécessaire. Donc, pour moi, le travail domestique, c'est tout bénef, mais je pense qu'il faut étendre le travail paysan-artisan à toutes les sphères toutes les couches sociales. Ça, c'est une certitude, et tous les genres possibles et imaginables, et en faire l'affaire politique par excellence.
J'adore ramasser les pommes. C'est un moment méditatif, quoi. Ça sent bon. En général, tu fais pas ça sous la pluie, il fait beau. Et t'es à la fois complètement à ce que tu fais et complètement ailleurs, quoi. Et puis cette odeur de la pomme, là, je trouve ça trop... c'est un peu enivrant. Puis là, c'est un vieux verger que j'ai acheté l'année dernière. Et là, je suis en train de restaurer le verger, quoi, de tailler, d'enlever le gui pour qu'il se refasse une nouvelle jeunesse. Ils sont beaux ces arbres-là, quoi. J'adore les arbres, il y a un truc qui se passe. Ils sont tellement témoins de tout. Cette envie-là, elle est présente depuis très très longtemps. Et c'est aussi pareil comme si je m'étais jamais autorisée à aller jusqu'aux arbres, quoi. Comme si je me disais que j'étais pas capable de prendre soin d'un arbre, en fait. Et du coup, les arbres vont plus avec mon rythme. Je me suis rendu compte que finalement, j'étais peut-être pas capable, tant que mes enfants étaient jeunes, d'avoir autant de temps disponible pour des animaux qu'il faut soigner quotidiennement, comme ces enfants. Je pense profondément que l'agriculture paysanne, c'est une agriculture féministe. C'est une agriculture du soin, du bien-être animal, du partage, de l'écoute, du collectif, de l'attention. Enfin, en fait, comment est-ce qu'on peut travailler correctement avec le vivant si c'est pas ces valeurs-là ? Moi, j'ai pas grandi du tout au contact des animaux. Je pense qu'à 23 ans, je savais toujours pas faire la différence entre un bélier et un bouc. Et en fait, j'ai découvert un monde de dingue. J'ai découvert c'était quoi les animaux, qu'en fait on pouvait avoir un lien. D'arriver dans un champ où il y a plusieurs dizaines de vaches, de s'approcher et qu'elles se lèvent, qu'elles viennent avec toi, qu'elles te suivent. Et tout le lien qui peut se créer au moment du vélage, quand il faut intervenir, on intervient peu, ça se passe plutôt bien. Et ce moment-là, il est hyper fort parce qu'on sent vraiment que la vache, elle est OK. Moi, chaque fois, j'imagine une espèce de bulle qui se passe entre nous et un lien hyper fort. Et on est là pour que ça se passe bien. Et il y a une confiance. En fait, c'est d'une richesse incroyable. Je suis tellement contente d'avoir découvert ça et de continuer à le découvrir. D'un coup, je suis sortie du monde humain. Et en fait, j'ai juste ouvert les yeux sur tout ce qui m'entourait. Et d'un coup, je me suis juste rendu compte que c'était vivant et que j'y connaissais rien et que c'était passionnant, quoi. Ça, je pense que ça a été le plus gros shot de ma vie. Ouais. Le mois prochain, nous poursuivons notre rencontre avec des paysannes qui travaillent sur le rapport aux animaux, sur l'articulation entre féminisme, véganisme et antispécisme, et sur la question de la mort animale. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Arnaud Forest. Sélection des textes, Sarah Bénichou. Lecture, Laure Giapiconi. Illustration, Anna Vanda Gogusset. Merci à Clémentine Commère et Émilie Serpotian pour les mises en contact. Merci au groupe femmes de l'Adage 44 que vous pouvez retrouver dans le film Croquante de Tessie Lopez et Isabelle Mandin. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr, sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter Un Podcast à Soi. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.